je donne le top. Top. Ok, bonjour à tous. Bienvenue dans cette séance de rentrée des séminaires des mardis de la Commission intelligence artificielle des Hospices civils de Lyon. J'espère que vous avez passé des bonnes vacances. Aujourd'hui, on a le plaisir d'accueillir pour cette rentrée quelqu'un qui connaît très bien les données de santé, je crois, et qui a beaucoup travaillé dessus, Marcel Goldberg, qui est épidémiologiste et qui nous fait l'honneur d'avoir accepté de partager avec nous ses réflexions sur les données de santé, l'intelligence artificielle, dans une perspective critique, si j'ai bien compris, et qui nous intéresse particulièrement. Donc, comme d'habitude, il y a un chat sur lequel vous pouvez poser les questions que je m'efforcerai de relayer en fin de conférence. Et puis voilà, merci encore, Monsieur Goldberg, de vous être rendu disponible pour nous. Je vous laisse la parole. Bien, écoutez, merci de cette invitation. C'est toujours intéressant d'échanger avec des collègues sur des sujets comme ça. Écoutez, je vais commencer par me présenter de façon un tout petit peu plus précise que ce que vient d'être dit. Donc d'abord, je suis épidémiologiste. C'est-à-dire que je ne suis pas un spécialiste de l'intelligence artificielle, pas du tout, bien que j'ai quelques notions, etc. Mais enfin, disons que mon domaine à moi, c'est l'épidémiologie, alors des risques professionnels, des déterminants de santé, et puis aussi la conception et la conduite de grandes cohortes en population générale. Mais comme je viens de le dire, je ne suis pas un spécialiste de l'intelligence artificielle et j'ai bien compris que votre séminaire est, lui, consacré essentiellement à ça. Mais je pense que il y a quand même beaucoup de choses à voir, de discussions à avoir autour des données sur lesquelles les algorithmes d'intelligence artificielle s'appuient. Et peut-être que dans la discussion, on aura l'occasion d'en parler un peu plus. Effectivement, je connais, je crois, assez bien, me semble-t-il, les données de santé. J'ai eu l'occasion de coordonner un groupe de travail du Haut Conseil de la santé publique sur les données en santé. C'est un peu ancien. Là, j'ai mis sur la diapo la copie des couvertures des rapports que j'ai commis. Je crois que j'ai une assez bonne vue d'ensemble, même si ces travaux sont un peu anciens, mais enfin j'ai suivi donc des données de santé. Alors je ne sais pas quel est l'auditoire qui m'écoute, je ne sais pas ce que vous savez déjà. Donc j'ai fait comme si j'avais affaire à des gens naïfs sur certains aspects, mais peut-être que c'est pas du tout le cas et dans la discussion, on aura peut-être l'occasion d'y revenir. Alors, de quelles données de santé est-ce qu'on parle? D'abord, moi, je considère que les données de santé, dans une optique essentiellement épidémiologique, qui est la mienne, les données de santé, c'est quelque chose qu'il faut prendre dans une acceptation très large. Ce sont évidemment, bien sûr, des données médicales ou biologiques ou physiologiques, mais aussi des données qui concernent des éléments qui sont associés à la santé, comme des facteurs de risque. J'ai mis tabac, alcool parce que tout le monde les connaît, mais il y en a bien d'autres, dans l'environnement physique, la pollution atmosphérique, la qualité de l'eau, l'environnement social, les réseaux sociaux, les données de voisinage, ou l'utilisation du système de soins. Donc c'est un ensemble quand même très très vaste et je vois bien que un certain nombre d'applications d'intelligence artificielle effectivement ne se contentent pas de travailler sur des données proprement médicalisées, mais sur un ensemble de données de ce type-là, notamment lorsqu'on veut prévoir, lorsque les algorithmes ont l'objectif de prévoir des événements qui vont se produire dans le futur. Alors, le contexte dans lequel on est, alors bon, moi je sais pas si vous me voyez, mais si vous voyez, vous savez que j'ai les cheveux blancs, je suis pas très jeune, ça fait longtemps que je travaille, et j'ai assisté, moi, à un énorme, les gens de ma génération, un développement faramineux des capacités de calcul et de stockage, des outils informatiques, et un accroissement vraiment qu'on peut qualifier de vertigineux
de la quantité de données de toute nature qui sont disponibles et qui peuvent être mobilisées pour des études d'intelligence artificielle ou d'épidémiologie et qui proviennent de sources qui, pour certaines d'entre elles, n'existent que depuis, ou ne sont disponibles en tous les cas que depuis relativement peu de temps. Alors bien entendu, on a des données qui viennent de questionnaires passés auprès des patients ou des personnes, des examens de santé qui peuvent être réalisés dans des contextes extrêmement variés, des données d'environnement, j'ai évoqué tout à l'heure la pollution ou la qualité de l'eau, mais enfin bien entendu, il y en a beaucoup d'autres. Les données administratives et médico-administratives, ça c'est quand même quelque chose qu'on a vu se développer énormément depuis quelques années avec la mise en place et l'ouverture de ce qui s'appelait à l'origine le SNIRAM, le Système national interrégime de l'assurance maladie, et qui maintenant s'appelle le SNDS, le Système national des données de santé, et qui constitue, mais je vais y revenir dans un instant, une base de données gigantesque et très très riche. Et puis, il y a toutes les données d'omics avec le développement des méthodes de génomique, de transcriptomique, de protéomique, de métabolomique, et j'en passe à coup sûr, hein, qui génèrent des quantités énormes de données. Et puis aussi des données d'imagerie, beaucoup, notamment d'intelligence artificielle dans le domaine de la santé, c'est certainement un des domaines qui a été le plus développé. Hein, des applications d'intelligence artificielle reposant sur des images, mais aussi les objets connectés, les réseaux sociaux, des données satellitaires qui sont utilisées dans pas mal d'études d'épidémiologie environnementale, le web aussi. Donc c'est un foisonnement à la fois en termes de quantité et de nature et de qualité, j'y reviendrai, des données qui sont aujourd'hui potentiellement disponibles pour des applications d'intelligence artificielle. Alors bien entendu, il faut que ces données soient accessibles et donc ça, je crois que c'est quelque chose qui maintenant est au moins théoriquement accepté de manière assez consensuelle, c'est que ces données doivent être partagées. C'est une nécessité pour des raisons économiques d'abord. Hein, l'acquisition de ces données coûte très cher. On ne peut pas les réserver à une toute petite élite. Bon, par exemple, moi, je suis impliqué dans une cohorte, une grande cohorte qui s'appelle Constance, de 220 000 personnes en population générale. Il est évident que le coût d'une cohorte de ce type-là, qui se compte en dizaines de millions d'euros, ne peut pas être réservé à une seule équipe et il faut que ce soit ouvert. Le SNDS également est ouvert. Et puis il y a des raisons scientifiques aussi pour l'ouverture. C'est que dans pas mal de situations, une source unique n'est pas suffisante en termes au moins de quantité, de cas, par exemple d'une maladie, donc des problèmes de puissance statistique, de diversité aussi. Hein, nous participons dans notre labo à des consortiums de cohortes européens et ça permet d'étudier des choses qui peuvent être notamment, par exemple, la manière de s'alimenter est très différente en France, en Grande-Bretagne, en Allemagne ou au Portugal. Donc la diversité est quelque chose qui peut être tout à fait important. Donc voilà, quand je dis données de santé, c'est tout cet ensemble de choses dont je parle. Alors, une fois que cela est dit, ce qui vous intéresse, donc si j'ai bien compris, c'est l'intelligence artificielle. Alors, qu'est-ce qu'il faut pour faire quel type de données, quelle qualité des données sont indispensables pour pouvoir développer des algorithmes et des applications d'intelligence artificielle qui marchent bien, qui sont valides eh ben, il faut d'abord qu'elles soient nombreuses. Il faut beaucoup de données. L'apprentissage, plus on a de données nombreuses, plus l'apprentissage des algorithmes est efficace. Il faut qu'elle soit, alors j'ai mis représentative, mais c'est pas dans un sens statistique. Hein. Ici, je l'ai mis entre guillemets parce que il faut que les données correspondent bien à l'ensemble quand on veut modéliser un phénomène, par exemple, je prends l'exemple d'analyse d'images pulmonaires,
en vue de diagnostiquer, je sais pas, disons un cancer du poumon débutant, il faut que les données sur lesquelles l'apprentissage se fait couvrent bien l'ensemble du phénomène qu'on veut étudier. Donc souvent, ça restreint dans la très grande quantité de données disponibles. En fait, il n'y en a qu'une partie qui peut être vraiment mobilisée pour l'apprentissage des algorithmes. Il faut évidemment que ce soit des données de qualité, il faut qu'elles soient valides, valides au sens, disons, la validation interne, validation externe, que valide, c'est-à-dire que quand on a une variable qui est censée représenter un phénomène, il faut vraiment qu'elle représente bien ce phénomène, qu'elle soit pas trop imprécise, voire erronée. Donc, c'est évidemment bien. Et puis, qu'elle soit interopérable. Interopérable parce que dans beaucoup de cas, on va vouloir utiliser des données de sources multiples et que si on veut que travailler sur des données de différentes sources, il faut qu'elles soient interopérables, c'est-à-dire harmonisées pour que on puisse travailler sur ces données. Donc je vais évoquer un certain nombre de problèmes, de difficultés là, qu'on peut rencontrer dans ces domaines-là. Alors d'abord, évidemment, comme je l'ai dit, il faut que les données qui existent soient accessibles. Or, les données de santé sont des données à caractère personnel au sens de la loi informatique et liberté, c'est-à-dire qu'elles concernent des personnes qui sont directement ou indirectement identifiables. Par exemple, bon, il y a eu des travaux qui ont montré qu'avec un tout petit nombre de variables, hein, le mois d'hospitalisation, la commune de résidence, l'établissement hospitalier, enfin 3 ou 4 variables très faciles un petit nombre et qui sont faciles à obtenir, on retrouve sans aucune difficulté le dossier médical dans le PMSI d'une année. Sur 11 millions, ça a été une étude qui a été faite, sur 11 millions de séjours hospitaliers, avec 4 ou 5 variables faciles à acquérir, on retrouve sans aucune difficulté le dossier d'une personne qu'on cherche. Donc voilà, même si a priori c'est des données qui semblent être anonymes, la plupart du temps, dans beaucoup des jeux de données qu'on peut utiliser, en réalité, elles ne sont pas anonymes, donc elles relèvent de la législation informatique et liberté. Et en plus, évidemment, il s'agit souvent de données qui peuvent être très sensibles et dont la divulgation peut entraîner des effets très, très délétères auprès des personnes, hein. Je ne fais pas de dessin là-dessus. Alors évidemment, tout ça est très encadré pour ces raisons-là, parce que c'est des données sensibles qui peuvent avoir un impact sur la vie privée des personnes. Donc tout ça est encadré par toute une série de textes, mais sans rentrer dans les détails, le principe, c'est l'information des personnes, le consentement éclairé au recueil et à l'utilisation de leurs données, le droit de retrait d'opposition et bien entendu la sécurité des données. Donc il y a toutes sortes de textes législatifs, réglementaires, y compris au niveau européen avec le RGPD. C'est très compliqué, souvent, on n'est pas toujours clair de savoir pour un jeu de données s'il relève de la loi Jardé ou article 1, 2, 3, 4, enfin, etc. C'est très compliqué. Mais surtout sur quoi je voudrais insister, c'est que normalement, sur le plan légal et éthique aussi, on ne peut pas utiliser des données de personnes sans leur consentement. Or, les données massives qu'on peut utiliser pour l'IA, la plupart du temps, autant que je sache, n'ont pas fait l'objet d'une information des personnes auprès desquelles elles ont été recueillies. Et donc, je pense que là, il y a un problème qui est à la fois légal, mais éthique aussi de ce point de vue-là. Alors, il y a, en dehors de l'aspect donc réglementaire et éthique, il y a les difficultés techniques pour l'accès. Alors, je ne sais pas si parmi les gens qui suivent cet exposé, si vous connaissez le SNDS et dans quelle mesure, mais enfin, à tout hasard, je vais quand même résumer un petit peu, hein. Le SNDS, alors ce qu'on appelle le SNDS historique, qui s'appelait auparavant le SNIRAM,
C'est une base de données qui est gérée par la CNAM, la Caisse nationale d'assurance maladie, et qui enregistre des données à la fois sur les soins de ville et sur les séjours hospitaliers. Hein, il y a la base de données de l'assurance proprement dite elle-même qui est basée sur les remboursements de soins, et le PMSI qui recueille des données sur les séjours hospitaliers, et le tout est dans une base de données unique qui est gigantesque. Pour un enregistrement d'un acte, il y a plus de 1000 variables. Et en plus, ces variables, elles évoluent dans le temps. C'est lié, comme c'est des données de remboursement, si les techniques, les codes peuvent évoluer, les règles de remboursement peuvent également changer. Donc, ça nécessite une très bonne connaissance des nomenclatures qui sont utilisées. Donc, c'est pas à la portée de tout le monde. Il y a une volumétrie gigantesque. Hein. En ligne, il y a 20 milliards de lignes de prestations qui sont en ligne. Là, les chiffres que je cite sont peut-être un peu anciens, ça a peut-être un peu évolué, mais grosso modo, ça donne de toute manière une idée, hein, de 20 milliards de lignes en ligne, 7 dictionnaires de données, le dictionnaire de médicaments, le dictionnaire des actes médicaux, etc. Il y a environ pas loin de 800 000 objets différents, des tables, des index, des synonymes, des bases de données. En réalité, on dit le SNDS, mais derrière ça, en fait, tout ça est géré avec une série de bases de données. Il y a des limites dans les données. Il y a la validité des données médicales proprement dites. Il y a très peu de données médicalisées. C'est des données de remboursement de soins. On sait par exemple quel médicament a été acheté à quelle date, mais on ne sait pas pour quelle raison il a été prescrit. Alors dans certains cas c'est clair, si c'est de l'insuline, on se doute bien que c'est pour un diabète, mais pour beaucoup de médicaments, la connaissance du médicament n'est pas objective avec une pathologie donnée. Donc et à part les affections de longue durée pour lesquelles il y a un diagnostic de la classification internationale des maladies, il n'y a pas de données médicalisées dans. Par exemple, on sait si vous avez fait un dosage de glycémie, mais on n'a pas le résultat. Hein, donc voilà. Les données du PMSI, elles, sont médicalisées, il y a des codes diagnostiques, mais leur fiabilité n'est pas toujours certaine, loin de là, pour toutes sortes de raisons. Notamment, il y a des biais de déclaration, disons, on peut dire de tactiques d'optimisation en vue d'un meilleur remboursement. On va coder plutôt d'une certaine manière parce que c'est mieux remboursé que d'une autre, etc. Ce qui fait qu'il y a quand même pas mal de problèmes. Elles sont pas, leur accès est très encadré. Il y a un référentiel de sécurité qui est extrêmement contraignant, donc on peut pas juste, n'importe qui ne peut pas juste dire tiens, je vais aller chercher des données dans le SNDS. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Et puis c'est une base qui n'arrête pas d'évoluer. Il y a des particularités. Dans certains cas, c'est remboursé de telle manière, dans certains cas de telle autre. Les codes évoluent. Par exemple, je ne sais plus si c'est encore le cas, mais il y a pas si longtemps que ça, pour identifier, pour retrouver un acte de frottis cervical à visée de dépistage de cancer du col, il fallait aller dans 3 tables différentes parce qu'il y a 3 codes différents pour le même acte selon le lieu où il a été réalisé. Donc ça nécessite une très bonne connaissance de tout cela. Donc c'est pas quelque chose c'est une base de données gigantesque, c'est certainement la plus grande base de données de santé du monde, vraisemblablement, puisqu'elle couvre la totalité de la population française affiliés à un régime de sécurité sociale, quel qu'il soit. Donc pratiquement personne n'y échappe, y compris les sans-papiers, les immigrants illégaux, etc. Tout ce monde se retrouve dans. Donc c'est une base de données qui couvre plus de 65 millions de personnes et qui recueille effectivement énormément de données auprès d'elles. Donc voilà, donc ça existe, et évidemment,
pas mal d'applications intelligence artificielle veulent s'appuyer sur le SNDS pour développer les algorithmes. Mais comme je le disais tout à l'heure, il y a quand même beaucoup d'autres types de données de santé et dont l'accès et l'utilisation sont souvent difficiles. Il y a de multiples systèmes d'information qui sont mis en place sans aucune coordination par de nombreux acteurs. Quel service hospitalier n'a pas son petit fichier, parfois très intéressant, très utile, de très bonne qualité, mais où est-il? Comment y accéder? Qui a-t-il dedans? On ne le sait pas, enfin, il n'y a rien qui permette de le retrouver facilement. Les organismes, les unités de recherche de l'INSERM ou du CNRS ou de l'INRIA, évidemment, génèrent des données. Il y a des registres de maladies, des enquêtes épidémiologiques, les mutuelles qui complètent. Enfin voilà, la médecine du travail, la PMI, enfin voilà, il y a énormément de données qui sont générées dans le plus grand désordre. Et donc, comment est-ce qu'on peut les trouver? Qu'est-ce qu'elles couvrent réellement au-delà du nom de la base de données? Qu'est-ce qu'il y a réellement comme données? Quelles sont les caractéristiques de ces données? Les personnes, la population source, qui est rarement décrite. Et puis, en plus, chaque source a ses propres règles d'accès. D'abord, il y a des gens qui veulent pas les partager du tout, ça c'est des choses qu'on rencontre, mais même lorsque les gens acceptent de les partager, chaque organisme qui a une source de données a ses propres règles d'accès, il faut des accords avec des autorisations réglementaires qui peuvent être tout à fait variables et qui dépendent d'organismes divers, ça dépend évidemment du type d'investigation et de la nature des données. Donc c'est techniquement pas si facile d'avoir réellement accès aux données et de pouvoir s'en servir dans les bonnes conditions. Alors, je disais qu'il fallait que les données, pour développer des bonnes applications d'intelligence artificielle, il faut que les données soient de qualité. Hein. Comme je viens de le dire, il y a de très nombreuses sources potentiellement, mais elles sont souvent mal ou pas du tout documentées. Hein, on ne connaît pas les conditions de recueil de données. Est-ce que c'est directement auprès des personnes? Pas par téléphone, par questionnaire, par examen, par dossier médical? Quelle est la définition précise? Est-ce qu'il y a eu un contrôle de qualité des données? Souvent non, il n'y en a pas eu, mais même quand il y en a eu, est-ce qu'il est bien documenté? C'est pas évident. La population source dont sont issues les données est rarement documentée et quand on le sait, elle l'est souvent de façon imprécise. Voilà, donc j'ai cité là quelques sources de données qui sont extrêmement variables, hein, entre la PMI, la médecine du travail, un service de médecine spécialisée de CHU, une cohorte de personnes âgées, enfin voilà. Et la validité de ces données, que ce soit la validité interne ou externe, elle est très rarement évaluée dans la plupart des sources auxquelles on voudrait avoir accès. Alors, un problème qui est majeur, c'est l'interopérabilité des données. Pour que des données soient interopérables, c'est que des données de différentes sources puissent être mobilisées pour les mêmes analyses, il faut qu'elles soient homogènes en termes de signification, de structure et de format, soit nativement, si vous voulez, soit après les manipulations qui les rendront homogènes. Alors l'interopérabilité, vous le savez sans doute, j'imagine, a deux composantes, la composante sémantique et la composante technique. La composante sémantique, c'est que les données qui sont concernées doivent avoir vraiment la même signification dans chacune des sources. Je donnerai un exemple tout à l'heure où on verra que ce n'est pas forcément évident. Et puis il y a une composante technique, il faut que les variables qui sont disponibles soient dans des formats qui sont compatibles d'une manière ou d'une autre. Or, les données de santé ne sont pas naturellement interopérables parce que justement, elles proviennent de sources différentes, par des acteurs qui ont leurs propres objectifs, leurs propres contraintes et que donc en dehors de quelques nomenclatures officielles comme la classification internationale des maladies ou pour ce qui concerne la France, la classification commune des actes médicaux,
qui sont codifiés, donc là c'est standard, hein, pour la plupart de nous, il n'y a pas de standard, il n'y a pas de standardisation. Il y a un certain nombre d'initiatives pour développer des nomenclatures standardisées dans le domaine médical, qui seraient universelles, hein. Il y a vous connaissez peut-être le format HOMOP ou le format LOINC pour les données de biologie, mais on est loin d'avoir des données qui soient réellement recueillies partout de façon exhaustive en utilisant ces formats-là. Et souvent, le périmètre qui est couvert par ces classifications, ces nomenclatures, est assez limité et ne couvre pas tout le périmètre dont on aurait besoin. Alors, l'interopérabilité sémantique, en fait, c'est vraiment un non-sens scientifique si les données de chaque source ne sont pas les mêmes ou n'ont pas la même signification. Quelles données communes il y aurait qui ont vraiment la même signification entre des remboursements de soins du SNDS, des données de la PMI, d'un service? C'est pas du tout évident qu'on trouve des données communes et qui aient la même signification. Et des données qui sont censées représenter le même phénomène sont censées avoir la même signification, mais en réalité, c'est pas vrai. Si on prend l'exemple de l'insuffisance cardiaque, on peut trouver des données avec un diagnostic d'insuffisance cardiaque dans différentes sources. Un dossier d'un service hospitalier de cardiologie, donc spécialisé, un diagnostic de médecin généraliste ou de cardiologue en ville, une prise en charge par l'assurance maladie au titre des affections de longue durée, la déclaration d'un sujet dans une enquête, sur les réseaux sociaux, etc. Mais à l'évidence, si je vais lister un peu des sources variées, à l'évidence, c'est que on ne parle pas de la même chose. On ne parle pas de la même chose. La qualité des données, etc. Tout ça va être très 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 variable. Hein. Donc voilà, il n'y a rien d'évident dans tout ça. Et même quand une variable semble vraiment identique, dans deux sources, en fait, la plupart du temps, c'est rarement le cas. Par exemple, si on prend l'exemple du tabac, dans toute étude épidémiologique, quasiment, il y a une variable qui reflète la consommation de tabac de la personne. Mais au moment du recueil de ces données, selon les objectifs, le chercheur qui a recueilli les données, par exemple, veut simplement savoir si la personne est fumeur ou ex-fumeur, parce qu'il va utiliser ces données juste pour ajuster dans un modèle, mais c'est pas du tout une donnée d'intérêt principal. Par contre, si on s'intéresse vraiment aux effets du tabac, hein, on va recueillir des données sur le type de tabac, blond, brun, hein, sur la quantité, la consommation, l'âge du début, la durée, etc. Donc, pour le même phénomène, on va avoir des variables qui peuvent être très différentes. Et donc, l'harmonisation qui consiste à rendre interopérables des données différents de sources, en fait, c'est quelque chose qu'on ne peut pas faire d'une manière a priori. Ça nécessite des choix qui sont dictés par les objectifs scientifiques des analyses. Je reprends l'exemple du tabac. Si on veut vraiment, dans une étude, par exemple, qui associe plusieurs cohortes où il y a des données de tabac, si simplement il s'agit d'utiliser cette donnée pour ajuster dans un modèle pour des analyses qui concernent l'obésité ou quelque chose d'autre où le tabac n'est qu'un élément parmi bien d'autres, on va harmoniser les données en fumeurs, non-fumeurs, ex-fumeurs. Par contre, si s'agit de comparer la nocivité de certains types de tabac, eh ben finalement, on va s'apercevoir que la plupart des sources n'ont pas les données qu'il faut. Hein. Je parle un peu d'expérience parce que dans les consortiums de cohortes sur lesquels je travaille, on a souvent évidemment ça. On travaille parfois sur des données qui proviennent d'une douzaine de cohortes de différents pays européens, et on veut donc faire des analyses qui regroupent les données de tout cela. Et en fait, chaque projet
chaque projet qui veut répondre à une question scientifique particulière, hein, des hypothèses spécifiques, eh ben, ça demande un travail de concertation, de comparaison, définition des données, et qui ne peut être réalisé que par les responsables des données concernées, qui les connaissent, qui savent comment elles ont été recueillies, ce qu'elles signifient, comment elles ont été nettoyées, etc. Et l'harmonisation des données ne peut être réalisée en fait qu'au cas par cas. On peut pas, il n'y a pas de système d'harmonisation universel a priori, en dehors de nomenclatures, comme je le disais tout à l'heure, comme la classification internationale des maladies, mais qui ont des limites. Et donc, la plupart du temps, l'harmonisation aboutit à un appauvrissement des données parce que on va prendre le plus petit commun dénominateur des variables qu'on trouve dans tous les jeux de données, et à la fin, on va se retrouver en fumeur non fumeur. Donc voilà, il y a un appauvrissement des données, l'harmonisation. Alors, un autre problème, là j'accélère un peu parce que je vois que ça fait longtemps que je parle. Il y a la composante technique de l'interopérabilité. Si des données qui concernent le même objet ont été recueillies sur des procédures et des techniques différentes, il y a souvent un gros travail qui a ses limites. Par exemple, si on veut faire une étude sur la capacité respiratoire et qu'on dispose de données de spirométrie, ben, elles peuvent avoir été recueillies avec des spiromètres différents, qui n'ont pas les mêmes caractéristiques techniques, qui ont été pas échantillonnés de la même manière, des électrocardiogrammes qui ont été mesurés avec des appareils différents, des échelles, par exemple, des échelles de dépressivité différentes, etc. Donc, c'est pas forcément évident, alors que dans chaque source, on a cherché à mesurer la même chose. Et puis, il y a les problèmes des populations sources dont sont issues les données. Hein, on a pas mal d'exemples d'algorithmes d'intelligence artificielle qui ont été construits par apprentissage à partir d'un jeu de données particulièrement bien validé, harmonisé, enfin vraiment très très bien, et qui sont avérés très performants dans le contexte où ils ont été développés et qui se sont avérés très peu efficaces quand on l'applique à d'autres populations qui ont des caractéristiques différentes de celles qui ont permis de construire l'algorithme. Et puis, il y a je citais tout à l'heure le problème éthique de l'utilisation de données massives. C'est que ben, dans la plupart des cas, comme je le disais, ben, alors que la loi est formelle, hein, il faut une information claire sur l'utilisation des données, la possibilité de refus, c'est rarement fait dans les grands jeux de données disponibles. On demande rarement, et il faudrait normalement, à chaque fois qu'on veut réutiliser les données, informer les personnes et vérifier qu'elles ne s'opposent pas à la réutilisation de leurs données pour une nouvelle application. Voilà. Et même quand on fait tout ça, dans la vraie vie, qu'est-ce que les gens comprennent? Quand on leur dit: je voudrais utiliser des données du SNDS, la plupart des gens ignorent même l'existence de cette base de données, ce qu'il y a dedans, hein, les données génétiques, les croisements de données, et cetera. Les gens, donc souvent, la plupart du temps, quand ils donnent un consentement, en fait, il n'est pas véritablement éclairé. Ils font confiance, et tant mieux pour nous, ils font confiance aux chercheurs, et la plupart du temps, ben, ils ont bien raison de faire confiance, et puis parfois, il peut y avoir des vrais problèmes. Voilà, et puis dernier point, c'est la sécurité des bases pour le stockage et le partage des données. Ça nécessite des ressources importantes. Hem, tous les référentiels de sécurité qui existent, le GPRD, et cetera, imposent des conditions très drastiques qui sont pas, pour le partage de données, qui sont pas à la portée d'une équipe hospitalière ou d'une unité INSERM, par exemple. Donc, il s'est développé, alors il y a le Health Data Hub, dont vous avez tous entendu parler, j'imagine, qui propose d'héberger justement dans des conditions de sécurité suffisantes des jeux de données, mais vous avez certainement entendu parler de la polémique à propos du choix du cloud Azure de Microsoft, qui offre pas, et que d'ailleurs, que euh, la juridiction européenne a interdit, qui n'est toujours pas autorisé, donc qui ne joue pas ce jeu-là. À l'heure actuelle, il ne joue pas ce rôle-là.
Il y a un autre organisme qui s'appelle le Centre d'accès sécurisé aux données, qui lui est déjà très fonctionnel, sur lequel je rentre pas en détail. Si vous voulez en savoir plus, j'ai mis l'adresse du site. C'est là que, par exemple, dans notre laboratoire, nous mettons les données de nos cohortes. Voilà. Eh ben, écoutez, j'arrive à la conclusion de ce que je vais vous dire. Donc, à l'évidence, l'IA, l'intelligence artificielle, est un domaine passionnant qui va certainement, à coup sûr, apporter vraiment des progrès majeurs dans beaucoup de domaines de la santé, mais c'est pas si simple. Il se fait beaucoup d'illusions, beaucoup de fantasmes. Il faut une connaissance vraiment approfondie des données qui sont utilisées, de leur périmètre, définir des objectifs, valider les algorithmes. C'est pas évident de valider des algorithmes de l'intelligence artificielle la plupart du temps. Et puis, il y a ce problème qui est très largement évoqué, de comprendre comment l'algorithme a décidé quelque chose et les limites des résultats. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup. Donc, je renouvelle l'invitation à poser vos questions sur le chat. Merci pour cet exposé très complet. Écoutez, pour l'instant, il n'y a pas de questions, donc je vais en profiter pour en poser une. Vous avez un tout petit peu abordé le Health Data Hub, et est-ce que vous voyez ça comme la prolongation du SNDS ou la version 2020 du SNDS, ou est-ce que c'est vraiment une autre nature une structure d'une autre nature par rapport à ce qui existait avant? Bah, écoutez, c'est difficile d'en parler de manière simple parce qu'il y a ce qui est annoncé et ce qui est fait. Ce qui est annoncé, c'est que c'est pas uniquement la gestion d'une base de données, c'est beaucoup plus que ça. C'est la mise en commun de toutes les données de santé de tous les Français. Hein, les textes, les décrets, etc. disent ça. Toutes les sources de données doivent aboutir dedans. D'où justement l'attention qui doit être portée à justement ces différentes sources que le Health Data Hub rêve de mélanger et pour lequel, moi personnellement, je pense que dans beaucoup de situations, ça ne sert à rien de les mettre dans un lieu unique, pour toutes sortes de raisons. D'une part. Alors, mais le Health Data Hub a d'autres missions. Il est censé faire un catalogue des données disponibles. Il est censé également mieux coordonner l'ouverture. Il propose un guichet unique pour les autorisations. Donc, ça permettrait normalement d'avoir justement, je citais, la difficulté d'identifier des sources de données pertinentes quand on a une question. Ça devrait faciliter ça. Il y a également le Data Hub développe également des formations à l'utilisation du SNDS parce que, je l'évoquais très rapidement, mais c'est très difficile de travailler. Quelqu'un qui, nous on considère, nos cohortes sont à Paris au SNDS depuis 2010. Ça fait donc pratiquement 15 ans maintenant qu'on a l'expérience de ça. Nous, on considère que quelqu'un qui a une bonne formation initiale, un bon méthodologiste, il faut 2 à 3 ans à temps plein pour qu'il soit véritablement opérationnel pour l'utilisation de ces données. Donc, le SNDS doit apporter normalement une aide à tout ça. Le problème, c'est que c'est que pour différentes raisons, dont celle que j'ai évoquée, hein, l'histoire du cloud Azure, à l'heure actuelle, ils n'ont pas accès eux-mêmes, n'ont pas accès au SNDS. Ok. Directement. Okay. Ils n'ont pas le droit, puisque de mettre sur le cloud Azure des données du SNDS. Ok. Une autre question un peu dans cette politique des données de santé. On entend pas mal parler d'acteurs privés qui s'intéressent aux données de santé, certains qui captent directement les informations dans les pharmacies, etc. Vous en pensez quoi? Il y a un enjeu, de défendre le bien public des données de santé versus leur commercialisation. Écoutez, c'est un problème très général qui n'est pas spécifique des données de santé. Hein. Disons qu'a priori, là je donne une opinion tout à fait personnelle. Hein. A priori, il n'y a pas de raison de dire qu'un acteur privé va faire ça, forcément des choses horribles. On
mange tous des médicaments qui sont fabriqués par des laboratoires pharmaceutiques privés. Ça ne veut pas dire que c'est forcément des anges, mais enfin, voilà. Le problème que ça peut éventuellement poser, ce serait un peu un monopole ou un détournement de l'utilisation à des fins commerciales, ce qui normalement est strictement interdit par la loi. Les données de santé ne peuvent pas être utilisées à des fins commerciales. Donc voilà, alors c'est certainement assez difficile. Normalement, vous savez que quand on veut recueillir des données, il faut passer par ce qui s'appelle maintenant le CESRES. Il faut demander l'autorisation du recueil de données. Il y a donc un organisme. J'arrive plus très bien à me rappeler ce que ça veut dire. CESRES, c'est le comité d'évaluation de recherche santé, enfin, qui examine les données. Et parmi les critères qui sont retenus, il y a la notion d'utilité publique. Il faut donc que le recueil soit justifié, entre autres, il y a bien d'autres critères, mais notamment que le recueil de données puisse être considéré comme d'intérêt public. Mais c'est souvent très très limite de savoir ça. Quand une start-up développe un algorithme pour améliorer la couverture de la prise en charge par une mutuelle, est-ce que c'est d'intérêt public ou est-ce que c'est de l'intérêt de l'entreprise qui fait ça? C'est pas du tout incompatible forcément, mais enfin, c'est pas toujours facile de juger. Alors, j'ai des questions à vous poser de la part de Christophe Rioux. Alors, les EDS, établissements de santé, je pense, semblent très santé Les entrepôts publique. de données de santé. Les entrepôts de données de santé, pardon, ouais, semblent très santé publique. Ne faut-il pas faire des EDS intra-hospitaliers au service de cohorte de patients intra-hospitaliers? Et quid de la normalisation SNOMED-CT? Alors là, je fais le perroquet, hein, parce que je vous avoue qu'il y a des sigles que je ne maîtrise pas. Ben oui. Alors les entrepôts de données hospitaliers, bien entendu, se développent partout, hein, dans tous les grands hôpitaux, y compris dans des associations entre hôpitaux. Par exemple, il y en a un qui est, je crois, un petit peu pilote, qui s'appelle Hugo, qui est le Grand Ouest. C'est tous les hôpitaux du Grand Ouest qui sont réunis pour faire un entrepôt unique. Moi, je trouve ça formidable quand ça marche bien, hein. C'est vraiment une opportunité parce que ce que j'ai à peine évoqué tout à l'heure, c'est le SNDS, en fait, est très faiblement médicalisé. Hein, je disais, en dehors des données de diagnostic du PMSI et de l'ALD, on n'a pas de résultats d'examen de biologie, on n'a pas de résultats d'imagerie, enfin, je veux dire, donc évidemment, et puis a priori, quand même, des données recueillies dans le milieu hospitalier sont plutôt de meilleure qualité du point de vue médical que ce qui est recueilli en ville. Parce qu'il y a un plateau technique qui n'est pas accessible à tous les jeunes. Donc moi, je trouve ça très bien. Et il y a effectivement par exemple, je disais que je travaille sur une grosse cohorte qui s'appelle Constance, de 220 000 personnes. On est en négociation. En négociation, c'est pas le mot qui convient. En discussion avec les responsables de l'entrepôt Hugo, justement, pour apparier notre cohorte avec ça. Donc, je trouve ça très très bien. Alors, le problème, c'est que tous ces entrepôts, ils sont pas forcément harmonisés entre eux non plus. Alors SNOMED, j'ai cité tout à l'heure MOP, il y a SNOMED, c'est des classifications. J'ai évoqué tout à l'heure le fait qu'il y a des initiatives pour développer des classifications internationales dans le domaine biomédical. SNOMED en est une, avec différentes versions. Il y a OMOP, pour la biologie, il y a encore une autre. Donc tout ça, le problème, c'est il faut d'abord que tous les professionnels de santé acceptent. C'est beaucoup plus facile d'écrire comme ça infarctus du myocarde que d'aller chercher le code exactement qui correspond bien à ça. Donc voilà, il y a une résistance pas forcément active, mais un peu passive des professionnels de santé à utiliser. Et puis comme il y a plusieurs standards qui essayent de passer là, voilà. Donc là, il y a un vrai travail à faire où les pouvoirs publics peuvent avoir un rôle important pour un petit peu, parce que comme les hôpitaux sont financés avec de l'argent public, donc il y a des initiatives, hein, il y a un appel d'offres qui vient d'être lancé pour l'harmonisation justement des entrepôts. Ça peut être un très gros progrès, je trouve.
Alors, il y a une question justement dans ce sens-là qui demande s'il y a eu des tentatives ou des recherches pour utiliser de l'IA pour harmoniser les données de santé, pour faire en sorte qu'elles soient plus interopérables. Est-ce que vous connaissez ce genre de travaux? Il y en a peu je connais pas. Ça ne veut pas dire qu'il y en a pas. Ouais, ouais, d'accord. Ok. Non, personnellement, je connais pas. Ok. Mais comme je disais tout à l'heure, je ne suis pas un spécialiste de l'IA, hein, moi. Ouais, 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 pas de Donc, problème. il se fait certainement des tas de choses passionnantes dont j'ignore même l'existence. Alors, il y a un monsieur Causon qui demande si plus de 8000 dossiers Excel recueillis en 23 ans sur des patients adressés pour une fatigue idiopathique peuvent servir à construire une base de données sur ce sujet. On l'a. Je vais C'est pas l'exemple de ce que vous répéter disiez tout tout le à l'heure, topo que que je viens chacun de a sa base faire. de données, quoi. A priori, oui, bien sûr. Maintenant, avec toutes les limites que j'ai rappelées tout à l'heure, c'est-à-dire validation des données, population source, etc., etc. Mais ça fait partie, donc le monsieur que je ne connais pas là, fait partie de, tout à l'heure je disais, des acteurs très nombreux, coordonnés, qui prennent des initiatives, souvent des initiatives formidables, hein, qui font des choses très bien, eux, avec leurs données à eux, mais qui sont souvent très difficilement utilisables en dehors de Ouais. l'équipe ou de la personne qui a mis en place la base de données. Ça foisonne, il y en a plein. Il n'y a pas un service hospitalier universitaire qui n'a pas sa propre base de données. Et du coup, j'avais aussi une question. Ce qui est impressionnant de la SNDS, c'est sa persistance dans le temps. Et donc, ça m'a fait penser au recensement que fait l'INSEE, qui a besoin du coup que les concepts restent valables pendant des périodes très longues de temps. Et ça, je pense que c'est compliqué. Je pensais à la question du genre, par exemple. Je pense qu'il y a 50 ans, on pouvait demander aux gens s'ils étaient des hommes ou des femmes, et maintenant, on peut laisser une case ne souhaite pas répondre. Oui, oui, oui. Du coup, dans la gestion politique de ces données de santé, est-ce qu'il y a des structures paritaires, par exemple, avec des représentants des syndicats, des représentants de l'État, des représentants peut-être des patients, pour gérer la politique des données de santé, comme l'INSEE le fait sur les études, etc. Ou est-ce que ça reste dans les mains de... Alors, je crois qu'il existe un truc qui doit s'appeler le Comité national de la santé, un truc comme ça, dont j'ai jamais entendu parler en dehors de l'annonce que ça existait. D'accord. Je pense que le HDH pourrait avoir ces missions-là. Je crois pas qu'il le va. Alors, ce qui se passe simplement, c'est que il faut historiser. Il faut historiser. Je vous disais tout à l'heure que nos cohortes qu'on a dans notre labo sont à Paris avec le CNDS depuis 2010. Il y a eu plein d'évolutions depuis. Je vous donne un exemple idiot, mais qui est dans un projet de recherche qui est basé sur une cohorte qui travaillait sur l'hygiène dentaire, enfin sur les relations entre la périodontite et les risques cardiovasculaires, enfin peu importe. Le chercheur se disait l'idée que la notion de détartrage était certainement un bon proxy pour l'hygiène dentaire. Quelqu'un qui se détartre. Et donc, il a cherché. Alors ça, c'est un acte remboursé, donc on le trouve dans le SNDS. Le problème, c'est qu'avant 2014, c'était le même code pour obturation et détartrage. Tout à l'heure, je disais qu'il faut bien connaître les nomenclatures et leur évolution. Donc, et d'un seul coup, à partir de 2015, pouf, il y a énormément de détails. Il y a une chute énorme du nombre de détartrages, enfin voilà, des choses comme ça. Alors, il faut historiser, nous, justement, comme on utilise le SNDS depuis une quinzaine d'années presque, on avait fait nous-mêmes notre propre documentation où on notait un peu toutes les évolutions historiques de ça. Voilà. Alors ça, c'est un travail que la CNAM fait également, la Caisse nationale d'assurance maladie, qui est le gestionnaire du SNDS, plus ou moins. Mais ça ne couvre que, disons, le périmètre réglementaire. Hein, mais la signification profonde, l'évolution, c'est comme la classification internationale des maladies, on en est à la version 10, et la version 11 va bientôt paraître. Et bien entendu, le sida, avant, dans les années 60,
ça n'existait pas. Mm. Enfin voilà, donc, alors ça, c'est le travail, disons, ça fait partie du métier des épidémiologistes et des gens qui, de se démerder avec ça, quoi. Ok. Je vois pas d'autres questions, donc on va peut-être arrêter là. Et il me reste à vous remercier vraiment très sincèrement pour cet exposé. Je pense que ça nourrit beaucoup de réflexions. Donc, en espérant que toutes les bases de données locales de tous les services des hospices civils de Lyon viendront un jour. Bah, écoutez, dans les entrepôts de données de santé hospitaliers, c'est un peu ça le but du jeu, hein, c'est Bien sûr, d'obtenir ouais. que tous les services, et en tout cas, moi qui observe ça depuis longtemps, je vois qu'il y a quand même des progrès majeurs qui ont été accomplis ces dernières années, hein. Donc, je ne suis pas pessimiste sur le fait que peut-être qu'on n'aura jamais le système universel magnifique, hein, mais quand même, il y a des progrès qui sont faits régulièrement. Bon, ben, on va terminer sur cette note optimiste, alors super. Merci beaucoup, et donc pour les autres, rendez-vous au mois prochain pour la prochaine conférence. Merci à tous. Au revoir. Au revoir.